sommes le lundi 21 janvier 2019. Très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Destination Matin Bonheur. Je suis Marcelin Gauvry, toujours très heureux d'être en votre compagnie et d'être à côté d'une des femmes les plus ravissantes du paysage médiatique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest et du monde. Bonjour Alix. Bonjour. Consentez-vous à prendre pour époux ce matin toute la nomenclature de l'émission et d'en faire vraiment pour toute votre vie quelque chose de bien? Oui, je le veux en conformité avec mon contrat de mariage. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, je vais bien, je vais très bien. Et vous? Ça va, tranquille. Et le week-end? Ça a été. Vous avez été perdu de mes radars, hein? J'entends pas bien d'où je suis. Ça, c'est sûr. Bonjour à tous. On espère que votre week-end s'est passé comme vous le souhaitez. Alors, nous sommes de retour encore pour une semaine pleine, intense et riche, on l'espère, avec beaucoup de partage avec vous. C'est lundi et donc lundi, on a beaucoup de choses à vous faire partager, notamment par notre thématique emploi, n'est-ce pas? Oui, le sujet emploi, attention, si vous êtes un habitué de Matin Bonheur, vous pouvez confondre parce que normalement, les jeudis, nous parlons de santé. Mais là, nous parlons de santé au travail. Donc, le rôle du médecin du travail, ça, c'est dans la donnée emploi. Hein. Qu'est-ce que le médecin du travail joue comme rôle concrètement au sein de l'entreprise? Quels conseils il donne? Et puis, quelle est sa place réelle au sein de la sphère de l'entreprise? Et aujourd'hui également, lundi, on parle toujours d'infosécurité. Vous savez, nos voix seront beaucoup arpentées en cette journée. Monsieur Paul Arnaud Écou sera avec nous pour nous parler des règles de circulation spécifiques aux cyclistes et aux motocyclistes. Voilà, ces petits engins-là qui arpentent également aussi tous les axes. Comment il faut faire attention à eux, comment eux-mêmes ils devraient utiliser la chaussée et les trottoirs. On aura ces précisions avec notre expert. Et puis aujourd'hui, Alix, on ne va pas déroger à la tradition. On va vraiment fêter, célébrer les Saintes Agnès. Exactement. Nous célébrons aujourd'hui les Saintes Agnès, notamment coucou à Agnès Cassi qui prend soin de nous au sein de notre centre de santé. Bonjour à elle. Bonjour à toutes les autres Agnès du monde. Allez-y, la suite, l'appel. Attention, l'appel, c'est parti. Anaï, Aïssa, Ania, Anissa, Augure, Euloge, Fructueux du donc, Fructueux, Ina. Du donc aussi, ça fait partie des pronoms. Ina, comme notre coach Ina Mariam, Meinar, Nessie, Oana, Onez, Oning, Publis et Wainin. Voilà. Wainin, voilà. Belle fête à vous. Tout le monde est présent, tout le monde est là. Eh bien, ça tombe bien, on est très heureux. Régis aussi est là, il vient d'arriver. On sera dans quelques instants avec lui. Le temps pour nous de parler d'une autre personne de l'équipe, mais très précieuse, quoi. Mais très précieuse, qui est passée, on va l'avouer, ces dernières semaines par plusieurs sentiments. Nous allons retenir celui d'aujourd'hui, c'est qu'elle célèbre 1 an de plus. C'est notre magnifique, douce et délicieuse réalisatrice. Elle s'appelle tout simplement Soro Sinediawa, félicité. Elle célébrait 1 an hier, mais c'est demi. Voilà notre magnifique réalisatrice. Elle est encore aux commandes aujourd'hui. Coucou Félie, en tout cas, beaucoup de bonnes choses pour toi. Il y a des gens comme ça qui nous vraiment incitent à nous réveiller tôt le matin pour venir travailler. Qui nous donnent la pêche. Elle fait partie de ces personnes-là qui donnent la pêche au sens propre comme au sens figuré. Toujours le petit mot pour convaincre. Et puis, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui également à célébrer Marie Trintignant, actrice française qui est née le 21 janvier 1962. La voici. Candide, belle. Et voilà, un autre anniversaire pour ce 21 janvier 1950, Billy Oceani, les chanteurs. Et voilà, le monsieur avec ses dreadlocks, un beau, il est tout poivre, hein, c'est fini. Hein. Il y a plus, non, que de sel, il n'y a plus de poivre. Que de sel. Bientôt, Joseph Onjou va le rejoindre. Joseph Onjou, c'est la barbe la plus grisonnante, la plus poivre-sel du paysage médiatique. On aime ça comme ça aussi. 21 janvier 1933, Nina Simone, née Eunice Kathleen Wyman, chanteuse. Oui, Nina Simone, qui ne se souvient de ses envolées lyriques, de sa voix chaude comme le bon café de Côte d'Ivoire, qui fait tant de bien à travers des générations. Et puis on va sourire un peu aujourd'hui, Alix? Eh bien oui, il faut sourire toujours. Hein. On parle de tout ce qui est super avec Monsieur Benny Hill, humoriste britannique. Voilà, il nous est né un 21 janvier 1924. Et voilà. Et puis, on va terminer avec le 21 janvier 1905, M. Christian Dior, couturier, styliste français, oui, très inspiration de ce apprécié, ouais, inspiration de ce matin, oui, Christian Dior, toujours. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, c'est Matin Bonheur. Il a l'allure, il a le charisme, il a l'aura aussi de Christian Dior. C'est notre Christian Dior local de cette matinale. C'est M. Régis Kofi également avec nous, tous ensemble. Bonjour et bienvenue à la matinale.
Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alexis Marco. Merci de nous rejoindre dans ce premier rendez-vous de l'actualité. On démarre à Mbayakro, dans la zone centre de la Côte d'Ivoire. Des pépiniéristes de bananes plantains travaillent à valoriser la recherche pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Incursion dans leur laboratoire avec RTI Boaki. Narcisse Ama, ingénieur agricole, la trentaine révolue, pépiniériste de bananes plantées, installé à Ané-Kouadioko, sous-préfecture d'Aniassoui. Le pépiniériste de bananes, c'est celui qui produit le matériel végétal de bananes plantées en vue de la création d'une plantation pour la production du fruit du plantain. Des apatames de séchage des S-plants à la propagation en passant par les sites d'acclimatation. Au germoir, Narcisse Ama suit avec grand intérêt l'évolution de son activité qui consiste à produire des plants de qualité de sorte à satisfaire la clientèle afin d'assurer la sécurité alimentaire. Notre activité sur ce site-là est de produire des vivoplants de bananes plantains, voilà, qui sont sains, dépourvus de toute maladie, pour répondre aux besoins des plantations des producteurs ivoiriens. Il fait une opération qu'on appelle une incision. L'incision consiste à stresser le méristème apical central du bananier, de l'S-plant. Une fois qu'on l'a stressé, on vient au niveau du propagateur, qui est la deuxième étape. Au niveau du propagateur, on a cette infrastructure qui est réalisée, qui est un gemmoir. Lorsque on fait cette incision-là, au niveau de l'S-plant, c'est pour que ces bourgeons-là sortent. Donc une fois qu'on a l'apparition de ces bourgeons, on fait des réactivations. Donc jusqu'à présent, nous sommes à 60 plantules par S-plant. Ils sont nombreux, les techniciens agricoles amoureux de la terre qui ont pour ambition de valoriser la recherche agricole. Aujourd'hui, on a une technique qui peut donner au moins un seul S-plant peut donner au moins plusieurs milliers de plantules pour qu'il puisse faire son millier d'hectares en cacao. Donc c'est pour cela que j'ai choisi d'être auprès de M. Ama pour que nous puissions vulgariser la culture de la banane en Côte d'Ivoire. Produire des plants est une bonne chose, mais créer son exploitation agricole est encore mieux. Narcisse va jusqu'au bout du processus. Au-delà d'aller à la production du matériel végétal, produit un produit fini qui est la banane plantain pour la consommation des Ivoiriens. Pour les 4 hectares que nous avons ici, en moyenne, c'est entre 150 et 200 régimes que nous récoltons par semaine, chaque 10 jours. Donc, si on prend en compte un régime moyen dans cette zone qui est de 1250 à 1500, ça nous fait pratiquement entre 300 000 que nous pouvons collecter chaque 10 jours. Narcisse Ama fait des émules. Nous voulons faire au moins une superficie moyenne de 5 hectares. Bon, et ici, je crois que je suis satisfait, vu le travail qu'il a abattu. Vraiment, je suis très content. Les opportunités commerciales décuplent l'appétit du technicien agricole qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Cordon 1, Sachi, Big et Benga sont des espèces à développer pour une autre dimension de son affaire. On a fait le cycle universitaire à Yamoussoukro, cycle ingénieur à Yamoussoukro, mais on a décidé à un moment donné de s'adonner à l'entrepreneuriat. Et je peux assurer à l'ensemble des jeunes Ivoiriens qui sortent des grandes écoles de prendre leur courage à deux mains, de commencer avec les maigres moyens qu'ils ont et de penser grand pour évoluer au fur et à mesure. Pour Narcisse Ama, il est toujours bon de commencer petit, mais de penser grand. On reste à l'intérieur du pays. Les acteurs de l'administration publique se forment à San Pedro. Ils ont reçu des rudiments en matière de rédaction de courriers et autres documents administratifs. Sam Conan. Les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service de la région de San Pedro retournent à l'école. Un séminaire de formation sur la rédaction administrative vient de se tenir à la salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Kone Fatmata, secrétaire général des préfectures, chargé de la formation. Il y a des formes particulières de l'administration que toute l'administration doit pouvoir s'approprier. Il y a les lettres administratives, il y a les lettres à format personnel, il y a les lettres entre administrations qu'on appelle généralement la lettre administrative. Et puis il y a la lettre à forme personnelle où l'usager extérieur écrit à l'administration ou l'administration vice-versa s'adresse à l'usager extérieur. Et dans ce type de lettre, nous allons voir qu'il y a une formule d'appel.
qui va être monsieur en début, et à la fin de ce courrier-là, il faut ajouter la formule de courtoisie, qui est la courtoisie administrative. Également aussi, lorsqu'on adresse un courrier à une dame, on ne doit pas exprimer ses sentiments. Il faut toujours exprimer les respectueux hommages à une dame. Ce séminaire de formation est une initiative de l'amicale des directeurs et chefs de service de la région de San Pedro. C'est vrai que parmi nous, les directeurs et chefs de service, certains ont eu la formation à l'ENA, certains ont eu la formation en se formant personnellement, mais il était bon que l'autorité qui nous administre nous transmette et nous fasse partager aussi ce qui est usage. Au cours de l'année 2019, d'autres thèmes vont être développés à travers des conférences afin de mettre à niveau les responsables de l'administration dans la région. Il aurait eu 64 ans en 2019, c'est-à-dire cette année, s'il était encore en vie. Roger Fulgence-Cassis, l'animateur vedette de la télévision nationale, est décédé il y a 30 ans, soit le 20 janvier 1989. RFK repose depuis à Kokumbo, localité du centre de la Côte d'Ivoire. Mentor de la jeunesse dans le milieu de la musique et du show business, à la fin des années 1970, il avait une façon spéciale de toucher son auditoire. Ful pour les fans ou les intimes comme Alpha Blondy, Serge Cassis, George Tay Benson était un personnage emblématique qui a toujours su accrocher à travers ses nombreuses émissions telles que Superstar, Nandjele et Tremplin qui devient Podium en 1977. C'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour l'actualité africaine. Exactement. Et comme pour se maintenir dans les pas des précurseurs tels que Fulgence-Cassis, nous poursuivons cette émission. On espère pouvoir également vous satisfaire à notre humble niveau. Alors, la première dose de votre exercice physique de cette semaine, ce sera avec le coach Karl Kadi. Elle s'occupe de votre cardio. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter des exercices beaucoup plus dynamiques. On va travailler principalement le cardio, donc ça va être des sauts, ça va être des déplacements. On aura 5 exercices, donc sans plus tarder on commence. Premier exercice, tout le monde le connaît, jumping jacks. On va partir pour 15 répétitions et c'est parti. 1, 2, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Deuxième exercice, jump squat. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches ou pour ceux que c'est un peu plus difficile, on peut aller un peu plus large que les hanches. Donc jambes écartées à la largeur des hanches, on descend en squat et on remonte en sautant. Hop, on va en faire 12 comme ça. 3, 2, 1 et on y va. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. Deuxième exercice, on va partir pour des déplacements, on appelle ça des skaters. Donc c'est sauter en allant de chaque côté, même principe, on va en faire 12. 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, on pense à bien respirer durant votre exercice. 5, 7, 8. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez le faire en marchant. 10, encore. 11 et 12. Parfait. Quatrième exercice, split lunge. Je vais me mettre de profil. On va garder, on va partir en position fente. On va descendre en fente, on saute et on change de jambe. Et on y va. 1, 2, 3, on prend notre temps. 4, 7, 8. C'est les burpees, bien évidemment. Alors,
Version débutante. On monte, on emmène les mains au sol, on allonge les jambes, on revient et on remonte. Version intermédiaire. On descend, on allonge les jambes, on saute, on revient et on remonte. Pour les plus avancés, on descend, on saute et on revient. On en fait 7 autres comme ça. Hop. 5, 6, 7. On pense à bien respirer. 8. N'oubliez pas, les débutants, pas obligés de sauter. On part pour 10. Intermédiaire. On part pour 11. On saute, on revient. Hop. Et une dernière, 12. Excellent. Alors, c'est des exercices qui vont permettre de travailler votre cardio. Donc, vous allez sentir que vous avez du mal à respirer. Vous allez sentir que vous avez chaud. Vous pouvez prendre des petites pauses en chaque exercice. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, coach Carole Kadi, avec beaucoup de plaisir. Il est 6h12, mesdames et messieurs, à Kokumbo, un digne fils de cet endroit magnifique de notre pays est célébré, vous le savez, tous les jours depuis son départ, 20 janvier 1989. Edmond Roger Fulgence Cassi, évoqué tout à l'heure dans le flash de Régis Kofi, était une icône incommensurable, intemporelle de notre télévision. On a eu le plaisir d'animer dans le même studio où il a animé énormément d'émissions. Ce jour, on aimerait penser à sa famille, à sa grande sœur, Madame Opportune, et puis à toutes ces personnes qui ont gravité autour de lui. Pour corroborer un de mes professeurs de production, l'animateur, le présentateur télé, sa plus grande force, c'est d'être utile. Et franchement, Roger Fulgence Cassi aura été utile à sa génération, à sa corporation, et il a vraiment tendu la main à d'innombrables générations vraiment de personnes dans l'audiovisuel avec Nangélé, avec ses émissions radio, RFK, un homme pluridimensionnel. On a une pensée également pour celle qui habite la maison où il a vécu ces derniers moments, c'est du côté des 220 logements. Un animateur, un présentateur doit être utile. Utilité comme ce qui vient maintenant, c'est le point route. On y va. Et nous partons pour notre premier point avec cette première voie. Voilà, c'est le boulevard lagunaire. Magnifique image que nous présente ici notre réalisatrice avec un trafic un peu présent en cette matinée. Trafic très présent. Matinée nocturne. Oui, matinée nocturne parce que le jour se lève à peine. Voilà. La lagune est brillée aussi très propre et splendide. La nagette est passée certainement par là. La nagette des eaux? Oui, la nagette vraiment multiforme. Boulevard Latry maintenant, c'est à côté de nous ici, de la maison de la télé, pas loin. Donc on a un trafic assez calme, le matin étant encore très très jeune. Donc vraiment, les clignotants pour le moment sont ouverts. Il n'y a pas de go-slow à cette heure-ci de la matinée. Encore une fois pour vous, pour passer en revue notre point route. Encore une fois. Et c'est parti pour le pont de Gaulle. En tout cas, le plateau est déjà très occupé avec les différents véhicules. C'est bien, c'est le 3e lundi du mois. Paraîtrait-il qu'il serait déprimant, mais bon, oui. On va se donner du courage. Ne vous inquiétez pas, ça se passe bien, ça se passe tranquillement. On espère que ça va continuer comme ça tout au long de la journée. Et puis on va échanger maintenant. Échangeur de Marcory. Allez, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes réveillés? Apparemment, non. Mais il y a quand même des véhicules, mais c'est un peu calme. On aperçoit un passant. Il y en a même plusieurs. 2, 3, 4, une voiture qui fonce à 30 km/h. En tout cas, ça va. Merci de vous réveiller, mesdames et messieurs, avec nous. Je rappelle que cette émission est réalisée par Soro. Félicité Sine Diawa, l'anniversaireuse, qui nous permet maintenant de basculer vers un autre carcan, un autre domaine de la route, toujours dans le même giron de ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre très cher... Monsieur Paul Arnaud Ekou, bonjour à vous. Bonjour. Bien le week-end? C'est bien passé. Et le réveil de ce matin? C'est bien passé également. Vous êtes sûr? Oui, ça va. Et okay. les routes ce week-end ont été sages? J'espère. Vous espérez? Non, on compte sur vous. Allez, si on n'a pas de jingle, on va directement. Jingle, on y va.
Les règles de circulation des cyclistes et motocyclistes, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, qui est considéré comme cycliste et motocycliste selon le code de la route, bien évidemment? Merci beaucoup. Ce thème s'inscrit dans la logique des usagers vulnérables dont nous avons parlé la semaine dernière. Et puis, bon, peut-être il y a une question piège que j'aime bien poser. Une personne handicapée dans un fauteuil roulant sur la route, est-il un cycliste ou un piéton? C'est vraiment un piège, mais voilà. Donc, dans la même logique des usagers vulnérables, après avoir vu les piétons, on va voir les cyclistes, les motocyclistes. On va identifier 5 catégories. Donc, les cyclistes sont ceux qui vont se déplacer à cycle, on dit les bicyclettes. Donc, généralement, c'est des véhicules sans moteur qui sont actionnés par l'énergie musculaire des hommes. À côté, on va voir les cyclomoteurs, les cyclomotoristes, ce qu'on appelle d'habitude les motobécanes. C'est en fonction de la puissance du moteur qu'on va les identifier. C'est-à-dire que c'est des petits véhicules de 50 cm3 de cylindrée, donc à peine 2 chevaux. On va voir des vélomoteurs, on va voir les motocyclettes, qui sont les grosses motos qu'on connaît. À côté de cela, on va voir les tricycles et les quadricycles. Donc tout cela va constituer ces lots de cycles et de motocycles. Voilà. Alors, quelles sont les conditions requises pour conduire des cycles et des motocycles sur la voie publique? D'accord, il faut identifier deux acteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir certains cycles et motocycles qui sont astreints à détenir un permis de conduire. Donc, contrairement à ce qu'on croit, seuls les bicyclettes ne sont pas tenus un permis de conduire. Excusez-moi. Les cyclistes, donc les bicyclettes ne sont pas tenus d'un permis de conduire, mais toute la catégorie doit avoir un permis de conduire. Dès lors qu'on conduit un cyclomoteur, c'est l'impression qu'on a que comme c'est léger, on n'a pas besoin de permis. On ne parle pas de permis de conduire, mais il y a une licence de conduire pour les cyclomoteurs, c'est-à-dire les véhicules moins de 50 cm. On les voit très souvent arrêtés par les forces, les policiers. Exactement. À cela va s'ajouter une condition d'âge. C'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 14 ans au moins pour être sur un cyclomoteur chez nous. Donc très souvent, on voit beaucoup plus de jeunes dessus, sur ces engins-là. Et donc, qui dit cyclomoteur a besoin d'une licence de conduire, donc avoir plus de 14 ans. Qui dit vélomoteur, motocyclette est tenu à avoir le permis A, qui est différent. Donc, vous pouvez avoir toutes les catégories de permis, mais ce n'est pas le permis A, vous n'êtes pas autorisé à conduire un motocycle, tricycle, quadricycle. Alors, toutes ces personnes-là ou ces engins-là, quel est le mode de fonctionnement? Comment ils utilisent la voie? Oui. Comment ils devraient utiliser la voie? Il faut retenir que ce sont des véhicules. Donc, ils doivent circuler sur la chaussée. Seul le piéton circule sur le trottoir. Il doit circuler sur la chaussée. Et quand cette chaussée-là a aménagé des pistes qui leur sont dédiées, ils ne doivent qu'emprunter ces structures-là. Et donc, on va distinguer ce qui est piste cyclable, qui est réservé, et je le répète, spécialement pour les cyclistes. Donc, les motocyclistes, en tant que véhicules, ne sont pas tenus de circuler sur les pistes cyclables. Et il faut circuler sur les pistes cyclables. Il faut circuler aussi en respectant les règles du code de la route. Il faut circuler en respectant les règles du code de la route. Éviter de se faufiler entre les véhicules parce que bon, il faut être les uns à la suite des autres. C'est ce qu'on voit. Hein. Exactement, c'est puni, c'est interdit. C'est pas ce qu'on voit seulement, c'est ce qu'on subit. Mais c'est vrai parce qu'à un moment, vous voulez aller et puis vous vous rendez compte que... Et puis, des fois, ils sont juste dans les angles morts. Ils sont vite dans les angles morts. Donc, pour les voir, c'est compliqué. C'est ce qui aggrave les facteurs d'accident avec ces... On les identifie difficilement. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on les identifie difficilement, de jour comme de nuit. Et donc, eux, ils seront astreints à respecter les règles du code de la route, à se placer derrière, dans la file des véhicules. Ce sont des véhicules comme tout autre. Et ils ont aussi les mêmes incidents en cas d'accident. Est-ce qu'ils doivent respecter, est-ce qu'ils sont tenus au respect de toutes les règles du code de la route? Toutes? En principe, oui. Sauf qu'il va y avoir des aménagements en fonction du type de véhicule. C'est des usagers de la route qui sont astreints au respect du code de la route. Donc, ils sont astreints au respect des dispositions techniques du véhicule. Ils sont même astreints pour certaines catégories de cyclistes et de motocycles, astreints au certificat d'immatriculation. Il faut avoir l'immatriculation. Ils sont astreints au certificat de visite technique. Ils sont astreints aux conditions qui réglementent le conducteur. Il doit avoir la maîtrise de son véhicule. Ils sont astreints aux conditions de transport des passagers. C'est-à-dire que les motocycles et les tricycles sont tenus de prendre qu'un seul passager. Et quand on transporte des enfants de moins de 5 ans, il faut qu'il y ait une corbeille en toute sécurité. Ils sont astreints à toutes les règles du code de la route. Voilà. À vous entendre parler et voir ce qui se passe, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein, c'est très différent. Alors, quelles sont les dispositions prévues par le code de la route pour faciliter la circulation et assurer aussi la sécurité de ces cyclistes et motocyclistes et autres tricycles? Tous les ICLE. Oui, tous les ICLE, exactement. Merci pour le générique. Ce sont des usagers vulnérables. Donc, les autres automobilistes, les autres usagers doivent savoir que c'est des usagers vulnérables. Donc, il faut prendre des précautions quand on les dépasse, quand on les rencontre, comme on l'a vu pour les usagers vulnérables.
Mais à leur niveau aussi, il y a des conditions de sécurité qui leur sont imposées. Par exemple, le port du casque, qui est obligatoire pour le conducteur comme ses passagers. Les limitations de vitesse qui leur sont imposées aussi. Dans certaines zones du pays, je pense qu'on a eu des arrêtés qui interdisaient même que les motocycles aillent à plus de 50 km à l'heure. Donc il faut respecter ces usagers-là, c'est pour leur propre sécurité. Ainsi de suite, voilà. Alors, je veux revenir sur le port du casque. Est-ce qu'il est obligatoire pour tous les cyclistes et motocyclistes? Chez nous, malheureusement, notre disposition est un peu très ancienne. Elle date des années 70, ça n'a pas beaucoup évolué. Elle va imposer, le port du casque seulement aux motocyclettes. Mise à jour. Hein. Voilà, motocyclette, au vélomoteur. Une mise à jour s'impose. Le cycliste à vélo n'est pas tenu de porter le casque, pourtant il est exposé au même danger. Le tricycle et les quadricycles ne sont pas tenus de porter le casque, ils sont exposés au même danger. Donc on recommande vraiment le port des casques. Mais légalement, le port des casques n'est sanctionné que lorsque la motocyclette, que ce soit un vélomoteur, un cyclomoteur ou une motocyclette, le passager ou le conducteur ne porte pas le casque. Alors parlons des sanctions. Il y a bien des sanctions qu'ils encourent s'ils ne respectent pas le code de la route. Notamment, quelles sont ces sanctions-là? Généralement, ce sont les contraventions. Les cyclistes donc, à vélo vont être astreints aux contraventions des premières classes pour toutes les infractions qu'ils vont commettre, donc entre 1000 francs et 10 000 francs. Mais les autres, les motocyclettes, les tricycles, les quadricycles sont astreints aux sanctions de deuxième et troisième classe comme les véhicules. Voilà. Il faut peut-être remarquer aussi que lorsque le cycliste a la particularité d'être à la fois un piéton, lorsqu'il n'est pas sur son vélo et qu'il pousse son vélo, donc il ne va pas emprunter la chaussée, il va emprunter le passage de piéton lorsqu'il pousse. Mais une fois qu'il est sur son vélo, il devient comme un véhicule, il astreint à circuler sur la chaussée. Et quand il va enfreindre ses règles de circulation sur la chaussée, il s'expose aux contraventions prévues par le code de la route, qui s'appliquent autant pour les piétons que pour les cyclistes. Voilà. Quid du véhicule à bras et de la personne handicapée qui c'est ma question piège. On vous retourne. Vous savez, l'effet boomerang, l'effet papillon. On vous retourne la question. Les véhicules à bras, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les routros. Si je dis ça à Alix, ça va choquer dedans. Va bien comprendre. Non, mais attendez. Vous pouvez dire routro. C'est ce qui donne le charme à l'émission. Elle dit routro en plus. C'est routro? Là, on va demander comment je vais devenir muette comme une carte. Non, pas du tout. Allez, les routros, comment on fait concrètement? On les classe où? Les véhicules à bras sont des véhicules. Donc, ils sont astreints de circuler sur la chaussée. D'accord? C'est des véhicules à bras. Ils ont leur réglementation spécifique aussi du code de la route. À ces véhicules à bras, on va ajouter les véhicules à traction animale. On n'en va pas assez. Les charretiers. Les charretiers qui étaient poussés par des ânes, par des chevaux. Ce sont des véhicules à bras, des véhicules non mécaniques. Mais ce sont des véhicules comme son sens. Et le cheval? L'officier de cavalier sur le cheval. Le cavalier sur le cheval. Il est considéré comme un véhicule à traction animale également. Lui aussi va circuler sur la chaussée. Et le cheval est considéré, attends, c'est le cavalier, le cheval? Non, le cheval, lui seul, c'est un usager de la route, mais c'est l'animal en tant que tel. Mais quand il est un conducteur, tu as le cavalier. Voilà, les deux vont former le véhicule. C'est un peu comme le cycliste. Est-ce qu'il faut un permis? Non, pas de permis. Le permis, c'est à partir du cyclomoteur. Donc, le reste ne s'est pas réglementé par le permis. Mais il faut des conditions de circulation de ces animaux, il faut des conditions d'attelage. Le code, comme ça date des années 60, par exemple, on avait réglementé. Qu'est-ce qu'on attend pour dépoussiérer ça? Ou bien les députés sont plus occupés par tout ce qui est politique? Non, on a eu une réforme en 2016, mais je pense qu'on n'est pas allé au bout de la réforme. On n'a pas voulu creuser plus loin. Pourquoi? Ça prend en compte la sécurité des Ivoiriens. Pourquoi on ne va pas au fond? Bon, un accident de cheval, ça peut être grave. Il faut le demander aux yeux. Non, vous devez demander pour nous, vous êtes le spécialiste. Moi, je fais la promotion à partir du moment où j'estime que des juristes, il y en a qui écrivent les tests, ils analysent la situation, ils ont dû faire des études. Mais vous les côtoyez pour leur donner des idées. Des propositions. C'est comme les pistes cyclables. Des fois, il faut qu'on sache que le code de la route, il va avoir plusieurs autorités. Il y a le ministère des Transports, qui est la première institution. Mais tous ceux qui vont être dans les municipalités, nos mairies ont des rôles à jouer. Donc, c'est en fonction des besoins des transports de leur population qui sont mieux placés pour réglementer. Donc, du coup, il est difficile pour moi de dire, voilà, mais le maire qui fait une étude et qui se rend compte qu'il y a beaucoup d'usagers qui vont circuler à vélo. La pirouette, monsieur. Mais je suis obligé de faire la pirouette parce que moi, je ne rédige pas. Je ne fais qu'interpréter. Je suis un usager de la route, je ne suis pas acteur de la sécurité. Grand équilibriste. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Les lois qui ne nécessitent pas à voter, il va venir les critiquer sur ce plateau. Puis il est à l'aise, il est content. Non, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison parce que la réforme est. Il n'y a pas que la politique dans les lois. Il faut quand même penser à ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Vous êtes placé pour le dire parce qu'on
Bah oui, mais nous, on le dit. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Il faut voter des lois qui mettent les Ivoiriens en sécurité. Bon, il n'y a pas que la politique dans la vie. Exactement. Ça, on le dit, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup. Merci, Marcelin. La semaine prochaine, on va parler des transports routiers. Et des propositions, par exemple, que vous pouvez faire, par exemple, exactement. C'est un secteur très porteur et c'est un secteur très réglementé également, avec beaucoup de propositions. Il y a toujours à faire. Il y a beaucoup à faire. Vous allez avoir le courage de faire des propositions. On va voir la maîtrise, ça, ce qu'il en pense. Il ne vous arrivera rien. Parce qu'on a maîtrise ça de la dernière fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention et on espère que ça aura donné des informations supplémentaires à tout ce qu'on a comme cyclistes, motocyclistes, tricycles. On ne va plus les regarder du même meilleur. J'espère qu'eux-mêmes, ils ne se verront plus de la même manière. En tout cas, il y a beaucoup de choses à savoir. Merci encore, M. Ekou. Et puis, belle journée de lundi à vous. Nous, on part pour des variations météorologiques. Juste après, ce sera Régis Kofi pour le Flash Afrique. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui lundi, un temps de brume humide ou de brouillard sera observé tôt dans la matinée dans le sud forestier et sur la bande centrale avant de faire place à un temps partiellement nuageux. Le temps sera nuageux sur le littoral avec un risque de pluie faible localisé. Lisons les températures au lever de ce jour. 25 degrés pour Abidjan et Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Bouaké, Daloa et Dimbokro, 24 degrés pour la région du Go, 22 à Korogo, 20 degrés pour Man et Odiéné, 25 degrés à San Pedro et à Sassandra, 24 pour Tabou et Yamoussoukro. Aujourd'hui après-midi, la moitié nord du pays sera sous l'influence des vents secs de l'harmattan. La présence d'humidité dans la moitié sud, combinée à l'insolation, pourrait favoriser la formation de cellules orageuses, suivies d'averses sur le sud-ouest et le sud-est. On y va pour les températures nocturnes. 32 degrés pour Deville, Abidjan et Adiaké, 35 degrés pour la région du Gontougo, Bouaké affiche 34, 33 degrés pour Daloa, 35 à Dimbokro, 33 pour le Go. La température la plus forte de 35 relevée à Korogo, 33 degrés pour Man, 35 à Odiéné, 31 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 pour Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Bon lundi et bon début de semaine à vous tous. MTN, everywhere you go. Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure de l'actualité africaine. Bienvenue dans cette édition. L'ONU a été visée par une attaque terroriste au Mali. Au moins 10 casques bleus ont perdu la vie hier dans une attaque terroriste complexe d'un camp de la mission de l'ONU dans le nord-est du pays. Le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali, Mama Saleh, a condamné une attaque ignoble et criminelle contre les casques bleus. En République démocratique du Congo, après la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi, son parti appelle Martin Fayulu à se rendre ou alors à se joindre à lui pour le bien du pays. Le camp Fayulu, de son côté, refuse d'accepter la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi. Toujours en République démocratique du Congo, la délégation de haut niveau de l'Union africaine qui devait aller aujourd'hui à Kinshasa pour trouver un consensus de sortie de crise, a renoncé à se rendre dans le pays. L'information a été donnée par Eba Kalando, porte-parole de la présidence de l'UA, qui n'a toutefois pas confirmé si la mission de haut niveau entendait se rendre en RDC à une date ultérieure. Après 47 ans de gel diplomatique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé hier la reprise des relations diplomatiques entre son pays et le Tchad,
un pays africain à majorité musulmane, lors de sa visite à N'Djamena, a indiqué son bureau à Jérusalem. Les relations diplomatiques, il faut le rappeler, ont été rompues par N'Djamena en 1972. C'est la fin de ce point consacré à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7h. Merci beaucoup Régis. Il est 6h31 du côté de Gbayekou-Gbassi. C'est dans les environs de Gagnoane, la région du Gorge. J'espère que vous nous regardez de là-bas et que vous regardez RT1. Nous sommes très heureux, nous, de vous servir avec ma ravissante collègue. Aujourd'hui, on célèbre plusieurs anniversaires, hein, soit décalés, soit avant. On a une pensée pour Edmond Roger Fulgence-Cassi. On a une pensée également pour notre réalisatrice et aussi pour un grand du sport, Tchétché Aimé, donc le grand frère, le doyen, qu'on salue respectueusement, qui a eu 1 an de plus hier. Et puis, à toutes ces personnes-là qui sont avec nous encore, nous disons qu'1 an de plus, c'est l'occasion pour tout un chacun de faire le bilan. Et surtout, de réveiller notre lumière interne, de réveiller le champion ou la championne qui est en nous. N'est-ce pas, coach Ina Kanouté? Quel est donc ton potentiel? Quels sont donc tes talents? Que sais-tu faire de mieux que n'importe qui? Oui, il y a toujours un potentiel en chaque être humain qui se révèle quand on croit en lui et quand on l'encourage dans le bon sens. Montrer à chaque être humain l'intérêt de son potentiel permet d'ouvrir pour lui le champ de tous les possibles. Crois-tu en toi-même? Es-tu prêt à te faire confiance? À avoir foi en toi? À avoir foi en tes rêves? À activer ton potentiel aujourd'hui? Si oui, à toi d'agir et de déclarer une nouvelle réalité plus conforme à tes désirs et visions. Choisis avec soin chacune de tes pensées et croyances et utilise la force de ton potentiel pour évoluer dans ton projet de vie. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos actions passées et non une vérité absolue. Ce que nous serons demain dépend de nous et des décisions que nous prenons ce jour. Chaque potentiel en toi est un trésor qui se révèle au fur et à mesure que tu auras foi en toi. Tu es le trésor de ton potentiel. Tu es la somme de tes ressources. Tu es ce que tu décides que tu es dès ce jour. Tes talents sont là pour t'aider à y arriver. Voici tes instruments d'action. Ta foi est ton activateur. Chaque potentiel peut devenir une force pour toi qui te permettra d'y arriver au plus tôt. Crois donc en toi et déclare ton potentiel. Déclare la grandeur de ta mission et agis aujourd'hui. Éveille le champion qui vit en toi. Chaque fois, il faut toujours se motiver, rester focus sur ses objectifs. C'est vrai que les coups de la vie, ça fait partie de la vie. Mais comme on le dit, on vit plus de jours heureux que de jours malheureux dans une vie. Alors, toujours maintenir le cap. N'est-ce pas, Marco? N'est-ce pas, très cher? Allez, nous allons aller maintenant dans un autre rendez-vous, dans une autre sphère. Un rendez-vous dans un rendez-vous. C'est ça, Matin Bonheur. Matin Bonheur, c'est comme une poupée. Vous connaissez les poupées soviétiques, les poupées Matryoshka. Plus vous allez, vous enlevez, il y a toujours une poupée là-dedans. Il y a toujours une petite, encore une petite. C'est ça, l'idée de Matin Bonheur. Elle, c'est Gabrielle Zani. C'est une dame qu'on aime beaucoup, qui fait partie donc des fondamentaux de ces matinales. Son but, chaque matin, c'est de faire en sorte qu'on puisse entendre et voir ce que les Ivoiriens veulent savoir. Le thème aujourd'hui, c'est procès Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, le regard de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, représenté sur ce plateau par son président, M. Éric Aimé Sémien. Vous êtes à Matin Bonheur, Instant Vérité, c'est parti. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Acquitté le mardi 15 janvier, puis libéré le jour suivant, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en prison. Cela après un nouvel appel déposé par le procureur de la Cour pénale internationale à la chambre d'appel. Jamais un procès n'a eu autant de rebondissements ayant donné lieu à diverses réactions. D'un côté, les partisans des acquittés fustigent le système de la CPI. De l'autre, les victimes de la crise post-électorale se sentent lésées par les décisions
décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Elle réclame justice. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il réellement à la CPI? Le bureau du procureur de la CPI est-il en droit de faire appel? Que deviennent les victimes au milieu de toutes ces procédures judiciaires? Autant d'interrogations qui demandent des réponses, car les Ivoiriens veulent savoir. Nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Éric Aimé-Sémian, le président de l'Observatoire ivoirien pour les droits de l'homme, OIDH. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, depuis 2014, l'OIDH s'intéresse de près à l'affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Donc, vous suivez le procès depuis son ouverture en 2016. C'est cela? Oui, c'est cela. Merci. Merci de nous donner cette opportunité. Il y a que un procès comme celui-là mérite d'être observé. Des élections s'observent, mais un procès également, il s'observe. L'objectif de l'observation d'un procès n'est pas de vouloir forcément qu'il y ait acquittement ou qu'il y ait condamnation, mais c'est à tout le monde de s'assurer que le processus judiciaire, n'est-ce pas, soit conforme aux standards internationaux en la matière et que la décision qui sera rendue soit plus ou moins conforme au déroulement du procès. Voilà donc l'objectif. 82 témoins. Plus de 10 000 documents présentés. 15 000 documents. 15 000 documents, oui, présentés devant les juges. Des années de procès. Votre regard au plan juridique? Écoutez, un procès pour des faits de crimes contre l'humanité, ce n'est pas un procès facile. Donc on peut bien comprendre que le procès puisse prendre du temps. Voilà, la procédure concernant M. Laurent Gbagbo a débuté en 2011, mais le procès à proprement parler s'est ouvert le 28 janvier 2016. Donc nous sommes à presque 3 ans de procès et les derniers développements de ces derniers mois ont été sans doute les plus intéressants. Le 15 janvier, nous nous attendions à 2 décisions. C'est 2 décisions qui étaient attendues, une sur le fond et une sur la libération ou pas. Voilà, donc les 2 décisions étant intervenues, le bureau du procureur était tout à fait dans son droit de former appel contre ces décisions, conformément à l'article 81 du statut de Rome. Alors, donc finalement, vous venez de le dire, les décisions sont tombées le 15 janvier et donc les co-accusés sont blanchis. Y a-t-il eu problème? Non, il n'y a pas de problème à proprement parler. C'est 2 décisions qui ont été rendues. La première porte sur le fond, c'est-à-dire sur leur acquittement. Ils ont été acquittés par la chambre de première instance, la chambre de première instance 1, qui a estimé. La chambre ne dit pas qu'ils n'ont pas commis les faits qui leur sont reprochés. La chambre dit qu'en l'état des preuves apportées par le bureau du procureur, il n'est pas possible à la chambre, n'est-ce pas, de retenir leurs responsabilités. Alors, voilà. Ça, c'est la question de fond. Et la conséquence directe, c'est que la chambre a décidé automatiquement de les mettre en liberté. Bien. Automatiquement. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, la question avant celle que je viens de poser, c'est que 82 témoins sont passés devant les juges. Oui. Vous l'avez si bien dit, plus de 15 000 documents ont été présentés. Oui. Il y a eu des années de procès, donc avant cela, il y a eu des enquêtes et tout cela. Oui. Comment on peut expliquer, comme vous l'avez si bien dit, que le procureur n'ait pas pu établir la responsabilité des acquittés, enfin qui étaient encore accusés en ce moment-là, des acquittés, dans le déroulement des faits qui ont prévalu pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Écoutez, de notre point de vue, c'est que ce procès avait d'abord suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attentes. C'est-à-dire du côté des victimes d'abord, ensuite pour un simple devoir de vérité, pour la mémoire collective ivoirienne. Donc nous nous sommes intéressés à ce procès dès son entame, mais il n'y a que progressivement, nous avons commencé à déchanter quelque peu. Parce que pour nous, nous nous attendions à ce que la vérité se manifeste et que les responsabilités soient situées. Mais bon, écoutez, à un moment donné, dans un procès, toutes les parties ont des droits. Le bureau du procureur a des droits, les victimes ont des droits, mais la défense aussi a des droits. Oui. Notre point de vue est que, effectivement, les constatations de la chambre de première instance semblent se rapprocher de nos observations, qui sont que, au fur et à mesure qu'on évoluait dans le procès, on avait l'impression que soit le bureau du procureur n'avait pas fait un travail sérieux, et qui plus est, nous avons aussi constaté qu'on a voulu peut-être partir des personnes pour aboutir aux faits, et non pas partir des faits pour aboutir aux personnes. Expliquez-vous. Ainsi, en faisant un focus sur la personne, les personnes des accusés, en partant du fait qu'on veut M. Blé Goudé, on veut M. Gbagbo, et on essaie, n'est-ce pas, de leur rapprocher des faits,
on fait forcément fausse route. Il aurait été plus intéressant de prendre une approche, n'est-ce pas, qui parte des faits pour situer les responsabilités. Alors, et ceci s'est également déroulé dans le cadre du procès Bemba, dans la situation en République centrafricaine. Vous avez vu la décision qui a été rendue par la chambre d'appel, la même chambre d'appel qui estime qu'en l'état des preuves qui lui ont été fournies, il n'y a pas de moyen de retenir la responsabilité de M. Bemba. Alors, bien, selon vous, dans votre explication, quelle a été la grande faille de la démarche de la procureure de la CPI? Alors, de notre point de vue extérieur, il y a d'abord que quand une situation comme celle-là éclate, il ne faut pas d'abord commencer par donner de l'espoir et promettre des choses surréalistes aux victimes. Ça, c'est d'abord un. Faire naître des attentes démesurées du côté des victimes. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas faire un focus sur les personnes. Vous voyez, la procédure concernant l'ancien président Laurent Gbagbo est allée très vite. C'est-à-dire, en 4 mois, c'était déjà plié et il était à la haie. C'est bien. Mais, après plus de 5 ans d'enquête et d'investigation, déjà, souvenez-vous qu'en 2013, la chambre préliminaire avait estimé que le bureau du procureur ne rapportait pas suffisamment de preuves pour retenir la responsabilité des accusés. En ce moment, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail plus sérieux en trouvant de vrais documents, en trouvant, n'est-ce pas, de vraies preuves. Autrement dit, le travail a été quelque peu... bon, peut-être les dossiers qui ont été présentés n'étaient pas suffisants. Alors, nous ne dirons pas ça comme cela, mais nous dirons simplement que, écoutez, pour un procès pour crime contre l'humanité, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il aurait fallu beaucoup de preuves plus solides, des témoignages beaucoup plus coordonnés. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que les témoins qui se succédaient donnaient l'impression de plutôt rendre service aux accusés. Alors, la décision d'acquittement, comme vous l'avez si bien dit, est tombée avec effet de libération immédiate, tout cela. Alors, les procureurs de la CPI font appel une première fois, ensuite un deuxième appel qui suspend finalement la décision de la Chambre de première instance. Aidez-nous à comprendre tout ceci. Non, l'appel qui a été fait vise la mesure de libération immédiate. D'accord. C'est-à-dire, il faut bien lire les décisions. L'appel a été fait ce même jour et le bureau du procureur a le droit de faire appel. C'est-à-dire, nous sommes jusqu'à présent dans une situation de droit. Ça aurait été la défense qu'elle aurait fait pareil. C'est-à-dire, si M. Gbagbo avait été condamné, la défense aurait fait pareil. Donc, le droit de faire appel, c'est une voie de recours qui existe dans l'ensemble des systèmes juridiques que nous connaissons. Voilà. Donc, le procureur fait appel concernant le point précis de la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Donc, la chambre d'appel saisie décide, n'est-ce pas, de la retenir en liberté jusqu'au lendemain, le temps que les parties fassent leurs observations. Non, c'est une procédure normale. C'est une procédure normale. Alors, donc, que dites-vous de ceux qui voient un acharnement du bureau du procureur? De tous ceux qui sont proches de Laurent Gbagbo, qui disent que Fatou Bensouda et son équipe s'acharnent sur les acquittés, enfin, sur les co-accusés, je vais dire. Alors, pour l'instant, il faudrait que les gens comprennent aussi qu'un procès, il repose essentiellement sur la règle de droit, sur les règles de procédure. Pour l'instant, nous sommes dans un schéma tracé par le statut de Rome. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement entre, n'est-ce pas, dans les possibilités et les hypothèses qui s'offraient à la chambre d'appel et au bureau du procureur. Alors, un procès n'a pas vocation à satisfaire tout le monde. Donc, chacun peut y aller de son interprétation. Mais avant de faire des interprétations, il faut bien lire le statut de Rome pour bien le comprendre et savoir lire surtout les décisions qui sont rendues. D'autres même vont plus loin. Hein, d'autres vont plus loin avec le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, malgré l'acquittement. Enfin, ce fait-là suscite beaucoup d'incompréhension de la part des proches de Laurent Gbagbo. Il parle même de déni de justice en cours à la CPI. Qu'en dites-vous? Non, ce n'est pas un déni de justice à proprement parler. Nous sommes en plein dans une procédure d'appel. Et la chambre d'appel, n'est-ce pas, avait la possibilité d'ajourner sa décision, c'est-à-dire le temps, n'est-ce pas, pour les parties de faire des soumissions et de mieux présenter, n'est-ce pas, leur cause. Parce que dans l'histoire, le bureau du procureur ne dit pas qu'elle s'oppose catégoriquement à la libération de M. Gbagbo. Elle dit simplement qu'elle fait appel parce qu'à tout le moins, elle estime que la chambre d'instance aurait dû prononcer une mesure de liberté provisoire assortie de conditions pour lui permettre d'assurer, n'est-ce pas, la représentation des accusés
éviter les risques de fuite et puis éviter que les accusés, de son point de vue, ne puissent, je vais dire, influencer les victimes et éventuellement les témoins. Non, justement, parlons des victimes. Alors, elles se sentent exclues du processus de justice qui a été fait. Elles protestent contre la libération de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Elles estiment que leurs droits ont été bafoués. Alors, est-il vrai que les victimes ont été exclues dans ce processus-là? Non, nous ne dirons pas ça comme ça. Peut-être bien plus en amont, nous dirons que le statut de Rome est très sélectif sur la qualité de victime. Et ça s'est bien passé. C'est la première fois qu'une juridiction internationale reconnaît le droit aux victimes de participer aux procédures par l'intermédiaire de leurs représentants, c'est-à-dire la représentante légale des victimes. On comprend le désarroi des victimes et c'est tout à fait normal que les victimes manifestent. Mais là où il ne faut pas commettre d'erreur, c'est au niveau des slogans qui sont scandés au cours des manifestations et c'est au niveau, n'est-ce pas, des destinataires des cris de cœur des victimes. Alors, donc, les victimes n'ont pas à s'en prendre à l'État de Côte d'Ivoire ou aux accusés. Les accusés se défendent, ils sont partis au procès. Ça aussi, il faut le comprendre. Les victimes doivent s'en prendre, n'est-ce pas, à la représentante légale des victimes qui est partie prenante dans le procès, ou bien encore au bureau du procureur. Expliquez-vous pourquoi? Non, parce que les victimes participent à la procédure par l'intermédiaire de leur représentante légale. Ainsi, si acquittement il y a eu, les accusés se frottent les mains et c'est normal, c'est de bonne guerre. Non, finalement, les victimes sont les grandes perdantes de ce procès-là. Non, pas nécessairement les grandes perdantes, mais ça veut dire que le procès continue. Il faudrait que les victimes, n'est-ce pas, collaborent plus avec la représentante légale des victimes et lui demandent de faire encore plus d'efforts. Pareil au bureau du procureur. Moi, je pense que les cris de cœur des victimes doivent aller à l'endroit du bureau du procureur et à l'endroit de leur représentante légale. Non. Sinon, dans un procès comme celui-là, il y a deux issues. Il y a soit l'acquittement, ça veut dire que les accusés ont gagné, les victimes et le bureau du procureur ont perdu. Bien. Et à soit la condamnation, ça veut dire que les victimes et le bureau du procureur ont gagné. Dans ce cas d'espèce-là, qui doit indemniser les victimes? Deux hypothèses. En cas d'acquittement, ce qui voudrait dire que les accusés sont innocents, la Cour pénale internationale, les juges de la Cour ne peuvent pas prendre de mesures pour ordonner des réparations. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réparation pour les victimes si M. Gbagbo est acquitté. C'est dans ce chemin que nous sommes. Dans ce chemin d'acquittement, en attendant, n'est-ce pas, que la Chambre d'appel soit officiellement saisie d'un appel sur le fond. Mais, même s'il y a acquittement, vous savez, il y a un service, le Trust Fund pour les victimes, qui n'est pas un organe de la Cour, mais qui est un organe relié à la Cour, qui procède, n'est-ce pas, par des indemnisations forfaitaires à titre provisoire, pour, n'est-ce pas, régler les situations où les victimes seraient dans des besoins urgents. Et je pense que ce processus a déjà commencé parce qu'il y a eu un montant de 800 000 € qui a déjà été obtenu et décaissé par le Trust Fund pour les victimes de la crise ivoirienne, notamment dans cette affaire. Bien, Monsieur Simian, vous savez très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand il y a eu cette décision-là. Il y avait d'un côté les partisans de Laurent Gbagbo qui étaient vraiment dans une liesse populaire. Il y a de l'autre côté aussi, il y avait ces victimes-là qui se sont senties, je vais dire, frustrées par cette décision. Alors, pensez-vous, en tant qu'observateur, pensez-vous que la libération de Laurent Gbagbo peut-elle apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire? D'accord, merci. Je voudrais me reprendre pour dire que dans le cadre d'un procès, il ne faut pas faire un focus sur les personnes. Ce qui doit nous intéresser, nous guider au-delà de tout, ce sont les faits. C'est-à-dire, il y a eu 5 faits majeurs, 16 décembre, 25 février, etc. Partons de ces faits pour aboutir, n'est-ce pas, à la vérité. Alors, la réconciliation passe nécessairement par l'issue de ce procès. C'est très important parce que, quoi qu'on dise, les accusés sont demeurés populaires auprès d'une certaine population ivoirienne. Le fait qu'ils aient passé de nombreuses années en détention est déjà à prendre en compte parce qu'au regard du droit international, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est aussi à prendre en compte. 8 ans de détention pour l'un, 5 ans pour l'autre, sans une décision définitive. On estime que c'est déjà assez, donc il faut une décision. Mais la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est une question plus grande qui demande, n'est-ce pas, que tout un faisceau d'éléments soit mis dans la balance. Il y a ce procès. Il y a la question même de la justice ivoirienne, la justice post-crise, comment les procès se sont déroulés ici. Il y a la question de toutes les victimes, parce que les victimes, il n'y en a pas seulement eu dans un camp. Il y en a eu dans tous les camps. Il y a eu des victimes à Djokwe, à Guiglo, à Toulepleu, à Nonkouakouté.
Il faut une vraie réconciliation, que tout cela soit pris en compte. Et enfin, il faut que les conditions vraies d'un état de droit soient réunies, c'est-à-dire l'ouverture de l'espace démocratique, plus de garanties et de liberté pour l'opposition, que les exilés puissent revenir. Je crois qu'il y a des pas qui ont été faits, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Il y a des pas qui ont été faits, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui même, vous le savez en tant qu'observateur, il y a, je vais dire, le lancement du dialogue politique, pouvoir-opposition sur la réforme de la CEI. Donc, il y a des pas importants qui sont faits dans ce sens-là. Alors, le 1er février prochain, une autre audience est attendue. Alors, que doit-on attendre de cette audience-là? Il s'agira de quoi, le 1er février, pour éclairer tout le monde? Alors, la Chambre d'appel a donné un délai à la représentante légale des victimes, à la défense et au bureau du procureur de soumettre encore des observations, des points et des moyens, n'est-ce pas, pour lui permettre de mieux statuer. Donc, ce 1er février, il y aura encore des présentations d'observations et d'arguments de la défense, du bureau du procureur et de la représentante légale des victimes au besoin. Ce qui veut dire une décision pourrait tomber ce 1er février, tout comme ultérieurement. C'est-à-dire que la Chambre peut décider ce jour de se prononcer sur la question de la libération ou pas de M. Gbagbo, ou bien ajourner sa décision. Tout compte fait, ce sera des auditions où toutes les parties, n'est-ce pas, vont encore argumenter. Non, ce ne sera pas la fin. Non, ce ne sera pas la fin. Ça peut être la fin si la Chambre d'appel estime être en possession d'assez d'éléments lui permettant sans équivoque, n'est-ce pas, de se prononcer. Alors, vous le savez, le 16 janvier également, le procureur a dit qu'elle allait faire appel. Hein. Elle allait faire appel définitivement sur, comment je vais dire ça, la décision d'acquittement. Alors, quels sont les différents schémas possibles que dans la suite des événements, si cet appel du procureur est fait? Alors, si cet appel du procureur est fait, ça rouvre le débat sur le fond. C'est-à-dire que le procès continue, un peu comme si on le reprenait à un autre degré. Mais la question... Une reprise du procès? Pas tout à fait une reprise, mais une continuation du procès en revenant, n'est-ce pas, sur les éléments qui ont été versés en première instance. Mais c'est ce que justement certains partisans de Laurent Gbagbo ne comprennent pas. Expliquez-nous, une reprise du procès, mais ils sont acquittés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent toujours en détention? Ils sont maintenus en détention ou bien ils sont... Un appel a un effet dévolutif. Ça veut dire que la décision qui a été rendue est prise en considération, mais elle n'est pas définitive. Est-ce que vous comprenez? La décision d'acquittement n'est pas encore définitive tant que nous sommes en appel. Ça veut dire que les juges d'appel vont encore se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Mais la question préalable, qui est celle de la libération, sera déjà vidée. C'est-à-dire que la Chambre d'appel se sera déjà prononcée sur le point de savoir si les accusés restent en détention ou pas. Ainsi, ce procès peut bien continuer en appel et M. Gbagbo, M. Blé Goudé peuvent avoir été mis en liberté définitive, enfin en liberté immédiate, sans condition, ou en liberté provisoire avec condition. Donc, voici les chemins qui sont possibles. Tout comme la chambre d'appel peut décider, c'est un scénario possible aussi, de les maintenir en détention le temps, n'est-ce pas, de statuer définitivement sur le fond de l'appel. Malgré le fait qu'ils aient été acquittés? Oui, mais nous sommes en appel. D'accord. Nous sommes en appel et l'affaire est dévolue à la chambre d'appel. Alors finalement, la question de leur destination finale, au cas où ils seraient finalement libérés, qu'en est-il? Alors, je crois que tout est d'abord question de savoir s'il y a des États qui sont prêts à les accueillir, dans un premier temps. Mais s'ils sont libérés, mis en liberté définitivement, et qu'il n'y a pas de restriction à leur liberté, ils seraient peut-être libres de revenir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas perdre de vue que M. Gbagbo fait l'objet d'une condamnation en Côte d'Ivoire, une condamnation à 20 ans pour l'histoire de la BCEAO. Donc cette question aussi devrait être levée. Il y a un mandat d'arrêt international qui est en cours. On ne sait pas quel sera le sort de ce mandat. On ne sait pas si, dans l'élan qui a suivi l'ordonnance d'amnistie du 6 août, ce mandat d'arrêt sera levé ou pas. Donc voici autant de questions préalables. Mais dans un premier temps, il faut trouver des États qui soient, n'est-ce pas, volontaires pour les accueillir. D'accord. Alors vous, en tant qu'observateur et en même temps, par rapport à l'OIDH, vous travaillez sur les questions des droits de l'homme. Quel regard portez-vous sur tout ce procès, sur tout ce qu'il y a eu comme processus préliminaire, procès en tant que tel, maintenant à la chambre d'appel? Comment voyez-vous cela? Oui, nous revenons sur nos observations. C'est d'abord pour rassurer les Ivoiriens. Ce qui se passe actuellement est tout à fait une situation de droit fondée en droit par le statut de Rome, notamment les articles 81 et suivants. On est à la phase d'appel.
Voilà, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir, quels que soient les camps. Je ne sais pas ce que réussir ou échouer signifie. Mais notre regard, c'est que nous avons un sentiment de déception. Un sentiment de déception parce que nous attendions beaucoup de la part de la Cour pénale internationale, notamment du bureau du procureur. Voilà. Pour ce procès particulièrement, nous avons le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été faits. Pour nous, l'accusation n'a pas vraiment montré des dispositions permettant à la chambre d'instance de statuer. Faire les enquêtes, alors qu'ils ont eu la possibilité d'avoir l'État de Côte d'Ivoire qui a coopéré pleinement. Alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce que le travail a été fait de sorte que les témoins, n'est-ce pas, ne soient pas en mesure de situer clairement le juge. Ça, c'est d'un. De deux, on a l'impression qu'ils ont voulu faire un focus sur les personnes, au lieu Vous revenez à votre première observation. Voilà. Et de façon plus globale, nous attendons également de la Cour pénale internationale des poursuites équitables, c'est-à-dire des poursuites qui puissent situer les responsabilités dans tous les camps qui sont affrontés en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous disons que Côte d'Ivoire 2, qui a été annoncé à grand renfort de publicité, devrait voir le jour pour permettre également d'autres poursuites et nous aider à aller à une réconciliation vraie. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens s'assurent. Quand la CPI s'invite dans un débat, alors, elle ne ressort pas aussi facilement. Voilà, elle peut satisfaire certains à un moment donné. La CPI va jusqu'au bout. Voilà, on espère. Et notre rôle est un rôle d'acteur de plaidoyer pour pousser la Cour pénale internationale à aller jusqu'au bout. La situation en Côte d'Ivoire n'est pas la même que la situation en République centrafricaine, n'est pas la même que la situation en République démocratique du Congo. Ce qui nous intéresse, c'est que toutes les parties puissent être poursuivies et que toutes les victimes de tous les bords, de tous les camps, puissent être restaurées dans le droit. Bien, merci beaucoup, messieurs Eric et messieurs Mion, pour ces éclairages sur l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire ivoirien pour les droits de l'homme, OIDH. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. Matin Bonheur se poursuit. Restez avec Alix et Marco pour la suite. L'actualité internationale dans Matin Bonheur. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. 4 hommes ont été arrêtés après l'explosion d'une voiture piégée samedi en Irlande du Nord. C'est ce qu'a annoncé hier la police qui attribue l'attaque à un groupe républicain dissident. Donald Trump a formulé samedi des propositions en matière d'immigration pour mettre fin au blocage budgétaire des services fédéraux depuis près d'un mois. Mais le compromis esquissé par le président républicain a été rejeté par l'opposition démocrate. Ce mur, justement, les habitants de Mission, ville texane sur les rives du Rio Grande, n'en veulent pas. Ce projet serait pour eux synonyme de perte de leurs terres. Reportage. Chez les Cavazos, cette terre au bord du Rio Grande évoque des souvenirs d'enfance. Le Mexique n'est qu'à quelques brassées de l'autre côté de la rive. Pour ces Texans, la frontière ne représente pas de menace. Nous n'avons pas constaté de crise à la frontière comme ils le disent. Nous n'avons rien vu. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu tranquille, c'est très paisible. L'an dernier, une portion du mur frontalier voulu par Donald Trump a été financée par le Congrès. Depuis, les Cavazos ont commencé à recevoir des courriers. Le gouvernement veut faire passer le mur chez eux, ce qui isolerait leurs terres. La famille, installée dans la région depuis le XVIIIe siècle, craint de voir son patrimoine devenir un no man's land entre les États-Unis et le Mexique. Pour l'instant, la question des dédommagements reste en suspens. Vous savez, la terre pour nous, c'est plus que de l'argent. Nous avons un véritable amour de la terre. Il y a 60 ans, la grand-mère des deux cousins Fred et Ray obtenait cette propriété. Fred, handicapé, dépend de la location des cabanons sur les rives pour payer ses frais médicaux. La famille veut porter l'affaire devant les tribunaux. Allouer tous ces millions qu'il demande pour faire une clôture ou un mur. Et pense-t-il aux gens ici, je vais mourir à cause de sa stupidité. À quelques kilomètres de là, dans la chapelle de Lomita, le père Roy partage la même inquiétude. Ce monument historique centenaire risque de se retrouver pris en étau entre le mur et le fleuve. Le père et son diocèse
eux aussi ont décidé de porter l'affaire en justice. Ce mur des deux côtés, il va nous isoler de l'église, mais ça va être aussi un symbole pour nos voisins. Ça dit, nous avons peur de vous et nous pensons que vous n'êtes pas bon. Nous ne voulons pas de vous ici. La symbolique est assez horrible. Captain Johnny! Sur les rives, les restes d'une tentative de passage de clandestins. La frontière est devenue un enjeu national qui déchaîne les passions. C'est la dernière avant 2022. Les habitants des Amériques, d'une partie de l'Europe et d'Afrique de l'Ouest ont pu observer une éclipse totale de lune dans la nuit de dimanche à lundi dans certaines zones. Il fallait se lever un peu plus tôt ce matin. C'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. Sachez que nous sommes aujourd'hui le lundi 21 janvier 2019 et ce 21 janvier, c'est la journée internationale des câlins. Les câlins, c'est une accolade chaude qui ont cette particularité-là d'être chaude. Voilà, et donc nous vous souhaitons de faire beaucoup de câlins autour de vous, n'est-ce pas? On commence, vous voulez que je fasse un câlin? Bonne journée. Bravo. Merci, ça fait du bien. Bonne journée internationale des câlins. Oui, Alix aussi. Oui, profitez. Allez, Profitez. bonne journée. Pas trop sérieux. Merci. Merci, Régis. Merci à vous. Vous n'avez pas droit au câlin, vous. Moi, on sera après hors caméra. Merci d'être avec nous. On vous câline aussi d'ici pour la dernière ligne droite de cette émission, n'est-ce pas, Alix? Exactement. Nous sommes dans la dernière ligne droite, comme il indiquait à l'instant. Et vous savez, dans un monde où l'on bouge, nous sommes tout en mouvement. Le Graal, c'est bien sûr une santé de fer. Et en milieu professionnel, on a besoin, bien sûr, d'être en pleine capacité de tous nos moyens. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, nous parlons de la santé au travail, comment organiser son travail et la santé qui s'y trouve. L'élément nous illustre bien sûr le thème d'aujourd'hui. Et derrière, le docteur Giza Sylvan sera avec nous. Le médecin du travail a pour mission d'assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Sa mission consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs. Et un médecin de travail, c'est quelqu'un qu'on aura besoin de lorsqu'il y a un incident au travail. Le médecin de travail, c'est celui qui s'occupe de la santé des personnes qui travaillent dans le même service que lui. Il faut savoir que le rôle du médecin du travail, il est essentiellement à visée préventive. Okay? Mais l'organisation de notre système sanitaire fait que le médecin du travail fait aussi du curatif, c'est-à-dire qu'il soigne. Donc, quand vous arrivez dans une entreprise, vous avez un médecin du travail. Il a entre autres pour mission de gérer l'infirmerie de l'entreprise, en ce sens qu'il réalise des consultations, il délivre des ordonnances et tout ça. Mais ça, c'est un cas spécifique, notamment à la Côte d'Ivoire. Voilà. Dans les pays développés, notamment la France, le médecin du travail ne fait pas de consultation en entreprise. Il a un rôle essentiellement préventif. Voilà. Prévention, comme je l'ai dit, des risques professionnels, prévention des maladies professionnelles, pour lesquelles il dispose d'un certain nombre d'outils. Les prestations de santé au travail ne se déroulent pas toujours bien. Elles débouchent parfois sur des conflits opposant médecins et travailleurs. Ces derniers se retrouvent très souvent sur le banc des accusés. Très souvent, les médecins du travail, quand on a besoin d'eux, ils sont en absent. Et voilà, on n'a pas vraiment le temps de mettre la mesure. Souvent, eux, ils laissent pour aller faire l'autre travail ailleurs. Ils ne sont pas sur place. Parce que souvent, ils ne sont pas en place, que quelqu'un, peut-être à ce moment, c'est à ce moment que quelqu'un est malade. Eux, ils ne sont pas sur place. Mais donc, s'il y a un médecin de travail, il doit régler son programme de travail aussi en fonction de où il a signé ses contrats. D'ailleurs, devant une situation bien précise, pense que le médecin du travail est responsable de sa maladie par le
le fait d'un mauvais diagnostic et tout. Hein. Mais c'est des choses auxquelles on assiste vraiment très rarement. Parce que comme je vous ai dit, le médecin du travail, il est non seulement le conseiller de l'employeur, mais il est aussi le conseiller du travailleur. Selon l'article 43.1 du Code du travail, tout employeur doit assurer un service de santé au profit des travailleurs qu'il emploie. Salarié de l'établissement ou rattaché à un service inter-entreprise, le médecin du travail est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Soumis au secret médical, il conseille l'employeur sur l'ensemble des problématiques liées aux conditions de travail. Merci beaucoup. C'était l'élément explicatif qui est subséquent à toute rencontre ici sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Dr Giza Johnson Sylvain. Il est directeur de la médecine du travail. Avec lui, nous allons parler bien sûr de ce que vous avez entendu. Là, ils ne sont pas là. Souvent, ils vont faire le travail ailleurs. Je rappelle à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, que le concept de médecin du travail est dans notre pays, notre législation, on peut dire ça comme ça, depuis 1967, alors qu'ailleurs, en Europe, par exemple, c'est depuis le 19e siècle. Alors, ce qu'on veut savoir, docteur, déjà, bonjour, bonne année, bienvenue sur ce plateau. Ça, c'est fait. Quel est le rôle concrètement du médecin du travail? Alors, merci Marcelin. Bonjour Marcelin, bonjour Alice. C'est ça. Bonjour docteur. Alors, on y va. Allez-y. Alors, pour répondre à votre question, à savoir quel est le rôle du médecin du travail. Alors, excusez-nous, docteur, nous avons un petit souci avec votre micro, toutes nos excuses. Mea maxima culpa. Pendant qu'on règle cela rapidement, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité de nous poser des questions en temps réel lorsqu'il y a vraiment des suggestions, comme ceux qui l'ont fait là dans l'élément. Hashtag Matin Bonheur, c'est sur Facebook, sur Instagram, même sur Twitter. Je rappelle que l'émission est rediffusée en partie, c'est-à-dire les highlights, comme on dit, aux alentours de 14h19, 14h30, et la totalité est disponible sur YouTube. Notre invité est là. Il va maintenant répondre aux questions que nous allons lui poser dans le cadre de cette rencontre. Je rappelle que c'est Dr Giza Johnson Sylvain qui est en compagnie de Matin Bonheur. Alix, c'est un sujet très, très important dans nos sociétés, hein, parce que parfois on se pose beaucoup de questions. Exactement. Cela défraie beaucoup la chronique, notamment avec nos partenaires sociaux qui insistent pour que nous ayons bien sûr ce cadre-là. Et donc, on va avoir les différentes informations avec docteur. Quel est donc le rôle du médecin au travail? D'accord. Merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette spécialité qui est un peu méconnue dans notre pays. Alors, avant de répondre à votre question, il faut d'abord définir le rôle de la médecine du travail. Très bien. Et par la suite, définir le cadre légal et déboucher sur, bien entendu, le rôle du médecin. Voilà, parce que le rôle du médecin est régi par la réglementation. Donc, pour mieux comprendre le rôle du médecin, il faut déjà savoir d'où nous sommes partis et où on va. Très bien. Alors, il faut savoir que d'abord, la médecine du travail n'est rien d'autre qu'une spécialité médicale. C'est une discipline de la médecine, comme la gynécologie, la pédiatrie, qui est bien connue. Alors, la médecine du travail est une spécialité qui est pratiquée en milieu professionnel et qui est essentiellement centrée sur le travailleur et ses conditions de travail. Et cette spécialité, in fine, doit pouvoir permettre de prévenir, de préserver l'intégrité physique et morale des travailleurs. En d'autres termes, la médecine du travail est essentiellement préventive. Voilà. Donc, à travers l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, il y a encore quelques amalgames qui sont faits parce qu'on pense le plus souvent que le médecin du travail doit essentiellement faire la médecine curative, alors que le médecin du travail a une mission qui est essentiellement axée sur le travailleur, sur le milieu de travail et les conditions de travail. Voilà. Alors, donc, quelles sont les caractéristiques concrètes? Voilà. Parce que tout à l'heure, on nous a demandé le rôle du médecin du travail. Dans ce rôle-là, qu'est-ce que le médecin du travail doit faire en amont, en aval? D'accord, très bien. Donc, c'est d'abord, pour répondre à votre question avec précision, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la mission du médecin du travail est essentiellement préventive. Et cette mission préventive s'articule autour de 3 axes essentiels, à savoir la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire.
Alors la prévention primaire, ce n'est rien d'autre que toutes les dispositions, toute la stratégie que met en place le médecin du travail pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou toutes les stratégies mises en place par le médecin du travail pour anticiper ou prévenir toute dégradation de la santé du travailleur du fait du travail. Ça, c'est la prévention primaire. Alors la prévention secondaire, c'est le second aspect qui consiste, bien entendu, à la prise en charge du travailleur lorsque, malgré toute la stratégie qui a été mise en place au niveau de la prévention primaire, le risque arrive, à savoir un accident, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel, ou bien même une dégradation de la santé du travailleur. Donc cette prévention secondaire, c'est véritablement permettre de minimiser ces risques-là. Et le troisième niveau, la prévention tertiaire, c'est tout ce qui est reclassement. Parce que le travailleur peut avoir une maladie qui peut, bien entendu, entraîner une incapacité à pouvoir travailler. Alors derrière, il faut pouvoir le réinsérer. On ne va pas le licencier. Il faut le réinsérer. Donc voici un peu les trois niveaux. Maintenant, le rôle essentiel, comme vous l'avez dit, du médecin du travail, c'est d'abord un rôle de conseil. C'est le conseiller de l'employeur et des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail. Rôle de conseil. Deuxième rôle, c'est la réalisation d'un certain nombre de visites médicales, préventives et réglementaires. C'est bien codifié. Ça part de la visite d'embauche, les visites périodiques qui sont soit annuelles, on appelle communément visites systématiques annuelles, mais ces visites peuvent être soit semestrielles ou c'est réalisé une fois chaque 2 ans, mais c'est essentiellement annuel. La troisième autre visite importante en termes de rôle du médecin, c'est la visite médicale spéciale. On appelle la visite médicale spéciale toute visite qui est réalisée à l'endroit de tous les travailleurs qui sont exposés à des risques particuliers. Donc ces risques vont être identifiés par le médecin du travail. Je prends un exemple, des travailleurs qui sont exposés au bruit, des travailleurs qui manipulent des substances chimiques, peuvent avoir des impacts sur la santé. Ceux qui font le travail posté, je n'ai pas envie de dire que vous faites le travail posté, mais on fait le travail posté, c'est ceux qui travaillent à heures atypiques, en dehors des heures classiques du travail. Le dites si bien. Voilà. Donc ça aussi, pour ce type de collaborateurs qui vont être identifiés, auront une visite particulière qu'on appelle une visite médicale renforcée. Et dans ce... Une visite médicale spéciale. D'accord. Dans ce cas-là, docteur, l'épanouissement psychologique, il intervient à quel niveau? Parce que vous avez évalué en amont, il y a plein de risques qui ont été évalués. Oui, l'épanouissement psychologique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les risques émergents, la qualité de vie au travail. C'est nouveau. Et ça sont des aspects qui sont pris en compte par le médecin du travail. Au niveau primaire, secondaire ou tertiaire? Mais il est pris et au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau tertiaire. Dans toute la chaîne. Au niveau primaire, bien entendu, on va s'entourer de spécialistes en psychologie du travail. On va bien entendu faire ce qu'on appelle une identification des risques. Donc on va tout de suite savoir que dans un corps de métier, il y a certains collaborateurs qui sont par exemple exposés par exemple, au stress. Voilà, donc ça, c'est d'abord l'évaluation des risques. Donc ça veut dire que, par exemple, pour les travailleurs atypiques qui viennent travailler alors qu'il n'y a aucun dispositif médical, c'est une infraction ou c'est une violation? C'est une violation, mais c'est une infraction. Vous êtes au moins une quinzaine, une trentaine à venir travailler à des heures atypiques. Il n'y a aucun dispositif médical. C'est-à-dire, si vous avez un souci, vous êtes livré à vous-même. Vous êtes livré à vous-même. Mais c'est là le rôle du médecin du travail. C'est le médecin du travail qui va bâtir une stratégie autour de tout cela pour ne pas que ces conditions de travail dégradent votre santé. Pour ne pas qu'on attende qu'il y ait quelque chose de grave d'abord. Quand la stratégie n'atteint pas ce niveau, parce que c'est de ça que Marcelin parle, la stratégie a occulté cette partie-là. Comment on fait après? Mais logiquement, la stratégie ne devrait pas occulter cela. Maintenant, quand la stratégie occulte cela... Vous savez, la logique, hein, chacun a sa fenêtre. Non, c'est vrai. Ben, quand la logique occulte cela, bien entendu, on entre dans un engrenage qui est généralement difficilement gérable par l'employeur. Parce que c'est un travailleur qui a un contrat de travail, vous ne pouvez pas mettre fin à son contrat du fait de son état de santé. Et malheureusement, s'entraîne une cohorte ou une bourse de travailleurs qui sont en incapacité. Et ce n'est pas très intéressant même
pour les résultats ou pour les performances de l'entreprise. Quels sont les problèmes, docteur, que vous, spécialiste de la médecine du travail, que vous rencontrez dans les sociétés ivoiriennes, en général, concrètement? D'accord. J'imagine que vous avez des données, des statistiques. Nous, on aime bien les statistiques ici. Des données concrètes qui montrent un peu les problèmes récurrents dans les entreprises. Ah, ça, c'est une très belle question. Hein? Et nous, en tant qu'acteurs de la santé au travail, c'est une problématique, c'est vraiment un déploiement qu'on aime faire à l'endroit des employeurs. Alors, elles sont nombreuses, cette problématique-là. La première, c'est d'abord la méconnaissance de la santé au travail. Vous voyez, aujourd'hui, le nouveau Code du travail fait obligation aux employeurs de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le nouveau Code du travail, c'est masqué, c'est veiller. Obligation de veiller à la santé et à la sécurité au travail. L'employeur a obligation. Santé, sécurité. La santé et la sécurité. Pour éviter tout ce qui est accident de travail, tout ce qui est dégradation de la santé du travailleur du fait du travail. Ou bien accident en allant au travail. Voilà, ça c'est une obligation. À des moments particuliers. Voilà, c'est une obligation. Malheureusement, beaucoup d'employeurs ne respectent pas cela. Deuxième élément fort, l'employeur a obligation d'avoir un service, d'assurer un service de santé aux travailleurs qu'il emploie. C'est une obligation aujourd'hui légale. Le nouveau code quelle que soit l'heure de travail de l'employeur. Le service... La couverture devrait être totale sur tout l'exercice. Voilà. L'employeur doit avoir un service de santé au travail. C'est une obligation légale. Et cette obligation va plus loin parce que l'employeur peut organiser soit un service autonome ou un service interentreprise en fonction de ses moyens. Mais logiquement, toute entreprise doit avoir un service de santé au travail avec des acteurs bien formés. Et ce service de santé au travail doit être dirigé par un médecin du travail. Malheureusement, l'une des difficultés que nous avons, que nous rencontrons en tant que médecin du travail, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient beaucoup de travailleurs qui n'ont pas de service de santé au travail. Deuxièmement, quand ces entreprises ont des services de santé au travail, le plus souvent, ce ne sont pas des professionnels, des spécialistes qui sont recrutés. Ce n'est pas dirigé par un médecin du travail. Et enfin, troisième élément fort dans cette législation, l'employeur a obligation de mettre un accent particulier sur la prévention. Parce que l'amalgame qu'on fait aujourd'hui, c'est que, et pour nous c'est gênant en tant que médecin du travail, c'est que les employeurs mettent plus l'accent sur la médecine curative que sur la médecine préventive. Ça, c'est une difficulté majeure que nous rencontrons. Donc, en gros, il y a certains employeurs qui n'ont pas encore compris le rôle des médecins en entreprise. Malheureusement, ce sont les plus nombreux. Il y a pas mal. Alors, qu'est-ce que l'employé devrait connaître, en tout cas de la médecine du travail? Il devrait s'attendre à quoi quand il va rendre visite à son médecin de travail? D'abord, il faut que le travailleur sache que le médecin du travail est un partenaire qui doit en réalité permettre au travailleur de préserver sa santé et sa sécurité. Donc, il ne doit pas éviter le médecin du travail. Je prends un exemple simple. Chaque année, logiquement, nous devons réaliser ce qu'on appelle des visites systématiques annuelles. Mais le travailleur doit se soumettre à ces visites-là. Mais malheureusement, certains travailleurs prétextent certains arguments pour ne pas se présenter à ces visites. Ils attendent le plus souvent une dégradation avancée de leur état de santé avant de se présenter chez le médecin du travail. Deuxième élément important, les médecins du travail également réalisent ce qu'on appelle les visites des lieux de travail pour s'assurer des conditions de travail, pour s'assurer du maintien d'un milieu de travail sûr, sain et salubre. D'accord. Donc, cette visite qui est orientée travail, milieu de travail, la présence des travailleurs au moment de cette visite-là est importante. Mais malheureusement, quand le médecin du travail arrive sur le travail, les travailleurs sont le plus souvent absents pour des raisons multiples. Voilà. Donc, il est important pour eux de savoir que le médecin du travail est un partenaire, est un collaborateur, est un conseiller pour le maintien de leur intégrité physique et morale pendant toute leur carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'encourt une entreprise qui ne respecte pas ces conditions-là?
par exemple, où le médecin du travail n'est jamais venu sur des lieux d'un travail quelconque pendant des années, et où, bon, par exemple, les employés sont obligés, par exemple, de se cotiser pour acheter des médicaments. C'est des cas qui peuvent arriver, hein. On ne sait jamais, hein, n'est-ce pas, Alix? Ça peut, on ne sait jamais. Bien sûr. Alors, on s'organise avec les moyens du bord. Quand les gens sont obligés de s'organiser, d'avoir une trousse ambulante de pharmacie, alors que, bon, qu'est-ce que cette entreprise a en cours? Mais il faut savoir que la pratique de la santé en entreprise, comme je l'ai dit, je le répète et je ne cesserai de le répéter, est une exigence légale et réglementaire. C'est du devoir de l'employeur de faire ce que vous venez de dire. Mais ça n'existe pas, il en court quoi. Et quand ce n'est pas fait, maintenant, qui est chargé de surveiller? Maintenant, quand ce n'est pas fait, c'est un manquement grave. C'est classé, classé dans les manquements graves? Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est le non-respect des règles établies. Voilà, donc c'est vraiment une anomalie sérieuse, une anomalie grave. Et nous, médecins du travail, nous sommes parfois peinés de constater que dans certaines entreprises, voilà, non seulement l'employeur n'est même pas à disposition les ressources matérielles ou financières à disposition pour le bien-être des travailleurs. Ça, c'est récurrent, malheureusement. Pour en revenir aux travailleurs et à la réticence d'aller voir les médecins ou de se soumettre, par exemple, aux examens annuels, la confidentialité ne joue pas un peu pour quelque chose quand on a peur que ses résultats soient divulgués au sein de l'entreprise? Bon, il faut déjà savoir que le médecin du travail, je l'ai dit tantôt, c'est une spécialité. Et avant d'être médecin du travail, nous sommes avant tout des médecins généralistes. D'accord? Donc, notre métier est astreint au respect du secret médical. Le serment d'Hippocrate. Et du serment d'Hippocrate, merci. Et nous avons prêté serment. Mais ce serment, ou bien le respect de la confidentialité, est d'autant plus accru en milieu professionnel, puisqu'il s'agit d'un milieu fermé. Il s'agit d'un milieu fermé. Donc, la violation du secret n'est pas du ressort du médecin, n'est pas du ressort du médecin du travail. N'est pas du ressort du médecin du travail, parce que les différents certificats médicaux d'arrêt de travail que nous délivrons, le diagnostic n'est pas porté sur ce certificat. Même les différentes fiches d'aptitude que nous délivrons, le diagnostic n'est pas mentionné. Les rapports de mutation ou de changement de poste que nous adressons au directeur des ressources humaines, les affections ne sont pas mentionnées. Docteur, est-ce que le premier responsable de l'entreprise peut appeler le médecin du travail s'il a des soupçons, mais s'il a vent de certaines choses? Parce que vous savez qu'en entreprise, on raconte beaucoup de choses. Rumeurs, hein. Il y a beaucoup de rumeurs qui partent des plus folles aux plus fondées. Oui. Alors, quand le directeur, le premier responsable a vendu une information, est-ce qu'il peut appeler, est-ce qu'il a le droit d'appeler le médecin du travail pour lui demander, alors ce travailleur-là, vous pensez est-ce que c'est possible, ce genre de conversation-là? Pour une entreprise organisée, où le chef d'entreprise a bien compris le rôle du médecin du travail, ne peut pas appeler le médecin pour lui demander quel est le problème de ce collaborateur. Il peut juste appeler. C'est vrai que ça arrive dans certaines entreprises. Nous sommes sur le plateau, je ne peux pas dire l'entreprise où je suis, mais l'entreprise où je suis, ça ne se fait pas. On ne le fait pas parce que l'employeur a bien compris le bien fondé du secret médical, mais également il y a une politique qu'on doit développer au sein de l'entreprise. Et si dès le départ, celui qui doit violer le secret médical est le premier responsable de l'entreprise, à savoir le directeur, c'est clair que ça va mettre à l'eau toute cette politique. Parce qu'il y a des entreprises aux États-Unis où le directeur appelle pour demander, par exemple, les tests psychotechniques, tout ça. Est-ce que ce n'est pas dans le même genre? Oui, le test psychotechnique, on peut dire que le test a été concluant ou n'a pas été concluant. Bon, on s'arrête là. On ne va pas au-delà pour dire que le test n'a pas été concluant parce que tel collaborateur a 2 ou 3 cases à moins, etc. Ça ne se fait pas. Voilà, donc il y a des choses qui ne se font pas. Okay. Et voilà pourquoi, dans le milieu du travail, il faut recruter des professionnels. Parce qu'un médecin du travail est astreint au secret.
Et dans le cas avéré d'une pathologie chez l'un des agents, par exemple, quelle est la démarche que vous observez? On a aussi des cas d'agents hypocondriaques, allez-y, hypocondriaques qui reviennent fréquemment chez le médecin pour essayer de se faire prendre, en tout cas, on va dire, être dans un cocon, ne pas aussi travailler. L'absentéisme, ça peut être une voie. Dans ce cas-là, quelle est la démarche? Il y a un rapport qui est fait au niveau de la DRH concernant l'agent? Oui, ça c'est une très belle question. Hein. Mais voilà, vous voyez, on revient toujours sur la même problématique dans le monde du travail. C'est d'abord d'appliquer les tests, de recruter des professionnels en santé au travail. Au fait, quels sont vos rapports avec les gens des ressources humaines, par exemple? Par rapport à l'agent que vous prenez en Est-ce que vous faites des mémos? Est-ce que c'est au cas par cas? Comment ça se passe concrètement au quotidien, vos rapports? Mais c'est une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais confrontés essentiellement dans certaines entreprises où la santé au travail n'est pas bien développée. Parce qu'avec les ressources humaines, il s'agit essentiellement de régler tous les problèmes de reclassement. C'est-à-dire un agent chez qui on a organisé une visite médicale préventive, chez qui on constate une inaptitude temporaire ou autre, toutes les recommandations sont adressées au directeur des ressources humaines. C'est peut-être un bon exemple. Je prends par exemple le cas d'Alice. Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Lambda. Loin de nous. Je prends, voilà. Mais ça n'est pas un exemple méchant. Voilà, on prend par exemple l'exemple de... Lambda, d'un citoyen lambda. C'est mieux. Bon. On maintient notre santé. Voilà, voilà. Qui a un problème de santé qui ne lui permet plus après de pouvoir mener à bien son activité. D'accord? Donc, il faut faire ce qu'on appelle un reclassement, voilà, une affectation, une mutation. Alors, donc, la fiche d'aptitude est adressée au directeur des ressources humaines pour que cette prescription soit appliquée. D'accord. Mais malheureusement, il y a certains directeurs des ressources humaines qui n'appliquent pas cette prescription. Vraiment, docteur, on aurait tellement voulu rester avec vous. Je pense que normalement, on va vous revoir encore parce que vraiment, c'est un domaine très, très important. Et les questions affluent. Mais en tout cas, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Quand c'est bon, comme ça ne dure pas. Ça va vite. Oui, ça va très vite, c'est comme ça. C'est comme une consultation, des fois, vous expédiez aussi. Soit dit en passant. Je plaisante. Merci, docteur. Je rappelle que vous étiez avec nous pour nous parler de la médecine au travail. Et puis, si vous avez des questions, envoyez toujours ces questions-là. On se fera fort de les faire parvenir au docteur. Et puis, on vous renverra, on va vous envoyer donc les réponses. Merci d'être resté avec nous. Alix, ça c'est fini. Ah oui, c'est terminé. On vous souhaite en tout cas une bonne santé de fer et puis une très belle journée, bonne semaine à tous, bon début de semaine en tout cas du moins. Au revoir, à demain.